Bonjour à tous, nous voici dans la seconde partie du cours sur l'Empire romain s'intitulant Conquête, paix romaine et romanisation. Je vous rappelle que dans la première vidéo, nous avons travaillé et nous avons étudié la naissance de l'Empire, alors avec un grand E, c'est-à-dire du régime politique, et je vous rappelle également que l'Empire romain avec un petit e, celui que vous avez ici, correspond au territoire. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les conquêtes de l'Empire romain et sur son organisation sous la forme d'un cours magistral sans activité. Donc vous pouvez désormais noter le petit b, donc votre deuxième sous-partie de la première partie, les conquêtes de l'Empire romain, et je vais débuter par cette carte que nous avons déjà vue et qui vous présente les conquêtes sous la République et l'Empire. Puisque, c'est un petit rappel, lors de la République, la République romaine n'est que la ville de Rome et ses alentours, et puis sous la République, notamment avec Jules César, vous allez avoir la conquête de différents territoires, de l'Espagne, de la Gaule, de l'Italie entière, de l'Afrique du Nord. Et finalement, au second siècle après Jésus-Christ, on atteint l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire son maximum, et l'Empire romain va donc, on va dire, du centre de l'Angleterre, donc ce qu'on appelait la Bretagne, jusqu'à toute la péninsule ibérique, le nord de l'Afrique, jusqu'à la Syrie et jusqu'à la partie de la Mésopotamie, la zone de la Mésopotamie. Alors pourquoi faire ces conquêtes? Simplement pour plusieurs raisons. Avoir du territoire, c'est avoir du pouvoir, avoir de la population, avoir de la nourriture. Et l'Empire romain est un empire qui veut s'étendre pour continuer à avoir du pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que, au départ, il ne s'agit que de la ville de Rome et de ses alentours, et qu'au fur et à mesure, cet empire s'étend. Chaque empereur va faire certaines conquêtes. Donc, par exemple, Jules César, alors qu'il n'est pas empereur, je vous le rappelle, est connu pour avoir fait la conquête de la Gaule, et d'autres empereurs sont connus pour avoir fait d'autres conquêtes, parce qu'à ce moment-là, c'était des zones qui étaient peut-être pas encore conquises par les Romains, où il y avait des affrontements, et par exemple, l'empereur Adrien, que nous verrons par la suite, lui, a plutôt conquis la zone de la Bretagne, qui est l'actuelle Angleterre. Alors, comment faire la conquête de ces zones? Les Romains sont connus pour avoir une très bonne armée. Alors, ici, je vous ai mis un schéma d'un légionnaire romain au second siècle avant Jésus-Christ. Alors, leurs vêtements et leurs armes n'ont pas vraiment évolué, mais les Romains et l'armée romaine est connue pour être une très bonne armée. Alors, voilà comment était constitué un légionnaire romain, c'est-à-dire un soldat. Donc, il avait un bouclier, un glaive, donc une petite épée, une cotte de maille, un casque, un javelot. Rien de très extraordinaire. Mais les Romains étaient connus, et je vous ai mis ici une image d'Astérix, pour certaines techniques de combat, et notamment la tortue. Alors, il y a d'autres techniques de combat, mais la tortue est connue parce que c'était... Alors, là, c'est dessiné, mais lorsque les Romains étaient en difficulté, ils utilisaient leur bouclier pour se protéger telle une tortue, telle une carapace de tortue, et puis ils reculaient pour éviter que les soldats meurent, ou que les soldats soient blessés. Donc les soldats romains étaient craints par les autres peuples parce qu'ils étaient connus pour être de très bons soldats et des très bons techniciens, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien faire la guerre. De plus, nous avons retrouvé des serments qui vont vous montrer, et je vais vous le lire, et vous allez voir que de plus, ces soldats étaient très très fiers d'être les soldats de l'armée romaine, et surtout, il y avait très peu de chances qu'ils partent lors d'une guerre, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le serment d'un soldat. Je jure par Jupiter, le soleil, tous les dieux et déesses et par Auguste lui-même, d'être favorable à César Auguste, à ses enfants et à ses descendants. Je jure de n'épargner ni mon corps, ni mon âme, ni ma vie, ni mes enfants, mais d'affronter n'importe quel danger pour protéger ce qui leur appartient. Je jure d'être hostile à celui qui complote, de le poursuivre et de le châtier sur terre et sur mer, pour les armes et les fers. Inscription trouvée à Ganges, en Paphlagonie, nord-ouest de la Turquie, au 1er siècle après Jésus-Christ. Tous les soldats qui faisaient partie de l'Empire romain devaient réaliser ce serment. Et si vous regardez bien, ce serment, il jure par Jupiter, sur les dieux. Et comme les Grecs, les Romains craignaient la colère des dieux. Donc un soldat qui réalisait son serment, mais qui par la suite quittait l'armée romaine, parce qu'il avait peut-être peur de mourir ou peut-être peur d'être blessé, finalement était touché par la colère des dieux. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Donc vous avez très peu, alors il y en a eu, mais il y a très peu de cas de soldats qui on appelle désertés, qui sont partis par eux-mêmes parce qu'ils avaient peur d'être blessés, parce qu'ils avaient peur d'être tués, parce que en plus de ça, l'armée romaine était une armée professionnelle. On se faisait embaucher en tant que romain et en tant que soldat. On n'était pas obligé d'y aller. On ne devenait soldat
que ceux qui voulaient être soldats, donc en général, ce n'étaient pas des gens qui partaient du jour au lendemain. Voilà. Et, alors je vais repartir sur la carte d'avant, on l'avait déjà vu, mais vous avez des peuples qui, finalement, eux, veulent récupérer l'Empire romain ou veulent récupérer les territoires de l'Empire romain. Donc vous avez les Scots, les Germains ou les Parthes. J'ai pris l'exemple de l'Angleterre et de ce qu'on appelle la Bretagne et de ce mur d'Adrien. Puisque encore aujourd'hui, vous avez des traces de cet empire romain. Ici, c'est ce qu'on appelle le limes, c'est-à-dire une fortification, une frontière fortifiée. Puisque pour éviter que les peuples barbares n'attaquent l'empire romain, certains empereurs, donc notamment Adrien ou plus tard Antonin, vont faire construire des murs pour permettre au peuple barbare de ne pas rentrer dans l'Empire romain. Donc un jour, si vous allez vous aventurer dans le nord de l'Angleterre, vous pouvez aller admirer certaines parties du mur d'Adrien qui sont encore présentes. Alors ici, vous n'avez que les bases du mur, puisqu'en fait le mur faisait plusieurs mètres de haut, avec des tours de garde, pour que les Romains surveillent finalement le limes, la frontière fortifiée. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les conquêtes. Finalement, ce sont des conquêtes qui sont réalisées grâce à une très bonne armée romaine faite de légionnaires, et c'est un empire qui est protégé par des frontières fortifiées appelées le limes, au cas où, finalement, les Romains sont attaqués par des peuples étrangers. Vous pouvez désormais écrire la trace écrite. Donc jusqu'au IIe siècle, jusqu'au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains dominent seulement l'Italie. Ils vont faire la conquête de toute la Méditerranée jusqu'au second siècle après Jésus-Christ. À son apogée, donc je vous rappelle, c'est son maximum, il s'étend de la Bretagne, Angleterre, à l'Afrique du Nord et de l'Espagne à la Mésopotamie. Ces conquêtes ont pu être réalisées grâce à une puissante armée composée de légionnaires très disciplinés. Ils assurent la sécurité des frontières face aux invasions barbares en les fortifiant. On les appelle le limes, c'est ce qu'on vient de voir avec le mur d'Adrien en Angleterre. Les Romains dominent toute la Méditerranée, qu'ils appellent la Mare Nostrum, notre mer. Puisqu'effectivement, si je reprends la carte et je remettrai la trace écrite ensuite, en fait, l'Empire romain entoure toute la Méditerranée. Donc que vous ayez un bateau qui se dirige ici, ici ou ici, toute la Méditerranée appartient à l'Empire romain. C'est pour ça que l'on appelait ça la Mare Nostrum. Nous pouvons maintenant passer au petit c, l'organisation de l'Empire, puisque un empire comme celui-là, l'empereur qui vit à Rome, il ne peut pas tout gérer. Donc nous allons diviser déjà cet empire romain en provinces. Alors, certaines vous les connaissez. La Gaule est une province, la Bretagne est une province, la Lyonnaise est une province, la Pannonie, la Dacie, la Cappadoce, l'Égypte, la Cyrénaïque, l'Afrique, la Maurétanie, la Numidie, la Bétique. Vous avez plein en fait de provinces. On va dire c'est comme des petites régions. Pour permettre à l'Empire romain et à l'empereur de mieux gérer son territoire. Parce que lui, à Rome, il ne peut pas gérer ce qui se passe en Mésopotamie ou ce qui se passe en Bretagne. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien. Donc il faut qu'il se déplace à pied ou à cheval, ce qui prend beaucoup de temps. Donc on va diviser au fur et à mesure des conquêtes cet empire en provinces. Voilà comment ça se passe. Vous avez l'empereur qui vit à Rome et qui va nommer ce qu'on appelle des gouverneurs. Donc les gouverneurs, ce sont finalement les chefs de ces provinces. Alors vous avez deux types de provinces, impériales, sénatoriales. Je ne rentre pas dans les détails, ça ne sert à rien. C'est pas pour votre niveau, et puis de toute façon, ça ne vous intéresserait pas. Et donc, pour les provinces impériales, c'est l'empereur qui nomme directement les gouverneurs. Pour les provinces sénatoriales, c'est le Sénat, donc je vous rappelle, c'est les représentants du peuple à Rome, qui choisissent les gouverneurs, mais avec l'accord de l'empereur. Donc finalement, c'est l'empereur qui choisit autant pour les impériales que pour les sénatoriales. Ces gouverneurs ont 4 choses à faire. Maintenir l'ordre et la sécurité dans la province, recruter les soldats, aider les cités et construire et entretenir des monuments, et rendre la justice. En fait, ce sont des empereurs dans leur province. Et puis, pourquoi est-ce que c'est l'empereur qui choisit les gouverneurs? Pour une simple et bonne raison. L'empereur va choisir comme gouverneur des gens qui l'apprécient. Parce que, imaginez-vous, le gouverneur de la Gaule n'aime pas l'empereur qui se situe à Rome. Il va se révolter, puis il va révolter le gouverneur de la Lyonnaise, de l'Aquitaine, de la Narbonnaise, de la Belgique. Et puis, on va avoir un foyer de révolte, et puis peut-être se révolter contre l'empereur, et le faire tomber, le faire abdiquer, le tuer, le faire partir. Donc, pour se protéger, l'empereur nomme tous les gouverneurs pour être sûr qu'aucun d'entre eux ne se révolte contre lui. Alors, il y a des cas dans tout l'Empire où des gouverneurs se sont révoltés contre les empereurs. En général, ils sont arrêtés, ils sont destitués de leur fonction, c'est-à-dire qu'en fait, ils perdent leur fonction de gouverneur et ils sont remplacés.
Et finalement, le fait que l'empereur soit à Rome, que l'empire soit fait avec des provinces contrôlées par des gouverneurs, et que ces gouverneurs en général sont avec l'empereur, donc gouvernent leur province en accord avec l'empereur, va permettre à cet empire romain de faire beaucoup de commerce. Parce que finalement, vous avez un grand empire avec plein de régions différentes, avec des climats différents, avec des produits différents, ce qui va permettre d'échanger. Donc par exemple, on va produire dans la région de la Gaule du vin et des poteries, alors qu'on produit des épices d'Inde ou du papyrus en Égypte. Et grâce au fait que la Méditerranée est tout entière aux Romains, les échanges finalement par bateau ou par voie terrestre, donc en charrette, en cheval, sont très faciles. Ce qui fait que au 1er et au 2e siècle, on parle de Pax Romana, de paix romaine, puisqu'il n'y a pas de guerre à l'intérieur de l'Empire romain, puisque les populations sont gouvernées par des gouverneurs qui s'entendent avec l'empereur, donc il y a peu de révoltes. Tout le monde peut échanger de manière sereine, puisque toute la Méditerranée appartient aux Romains, donc toutes les populations et toutes les régions s'enrichissent. Donc on parle de Pax Romana. Il n'y a pas de guerre, ou très peu de révoltes et très peu de guerres à l'intérieur de l'Empire romain. Finalement, les révoltes et les guerres sont plutôt à l'extérieur, contre les Germains, les Scots ou les Parthes. Donc les populations qui sont à l'intérieur ne le voient pas trop. Et tout le monde fait du commerce, donc tout le monde s'échange plein de choses. Et vous avez des grandes villes qui vont s'enrichir, comme Lyon, Rome, Byzance, Antioche, Éphèse, Alexandrie, Carthage, qui sont des villes qui vont s'enrichir notamment par le commerce. Et donc on parle bien de Pax Romana. Je vous ai mis pour illustrer par exemple ce fragment d'une fresque d'Isis Dimiana qu'on trouve au Vatican aujourd'hui, qui présente bien en fait cette Pax Romana, ce chargement de blé dans le port d'Ostie qui est le port de Rome. Vous voyez ces commerçants qui échangent et qui ramènent du blé, alors peut-être de Rome ou qui le ramènent à Rome pour nourrir la population romaine, puisque l'empereur et les gouverneurs doivent assurer la sécurité également alimentaire de la population. Imaginons, on est à Rome, il fait très chaud, ou il a fait très froid, on n'a pas assez d'alimentation, on n'a pas assez de blé ou pas assez de nourriture pour nourrir la population romaine. C'est à l'empereur de s'arranger pour que la population ait de la nourriture. Et on a très peu de cas de famine, puisque comme le commerce est très facile à faire, finalement tout le monde peut trouver de la nourriture dans d'autres régions de l'Empire, et très rapidement, si on sent qu'il y a un problème, on peut faire venir de la nourriture d'extérieur. J'espère que c'est clair pour vous. Donc maintenant, vous pouvez noter, alors je vous lirai le texte après pour faire le lien avec l'empereur, la trace écrite. Donc au second siècle, l'Empire romain compte entre 60 et 70 millions d'habitants, donc on va dire à peu près la population française. Il est étendu entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il est découpé en provinces, régions de l'Empire en dehors de l'Italie, dirigées par Rome, mais gérées par des gouverneurs locaux nommés par l'empereur. Cette organisation permet à l'Empire d'être prospère et en paix. Cette période qui se déroule entre le 1er et le 2e siècle s'appelle la Pax Romana. Les différentes parties de l'Empire s'échangent des produits par route terrestre et maritime. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Et pour faire le lien avec la seconde partie de votre chapitre, je vous lis ce petit texte sur l'empereur, qui est le conquérant et le ciment de l'Empire. Pline le Jeune écrit ce texte pour remercier l'empereur Trajan de l'avoir nommé consul. Quelle joie pour toutes les provinces d'être placées sous la protection de l'empereur, puisqu'il nous a été donné un prince qui veille à la fécondité de la terre, la transporte même, en étant capable de nourrir et de secourir à la fois un peuple séparé de nous par la mer, aussi bien que le peuple de Rome. Il relie l'Orient et l'Occident par des convois qui vont et viennent, si bien que tous les peuples apprennent à connaître ce qu'ils produisent et ce qui leur manque et comprennent qu'il est plus avantageux de n'avoir qu'un seul maître à servir. Pline le Jeune, panégyrique de Trajan, 100 après Jésus-Christ. Alors, pour information, une panégyrique, c'est un discours en l'honneur de quelqu'un. Pline le Jeune, qui est un écrivain très connu de l'Antiquité, explique que c'est grâce à l'empereur, parce qu'il a nommé des gouverneurs, parce qu'il a mis la paix dans l'Empire, que tout le monde peut échanger, qu'on a cette Pax Romana, et cet empire qui s'enrichit, qui est vivant, et qui n'a pas peur d'avoir la guerre. C'est-à-dire que ce sont des populations qui n'ont pas peur d'être touchées par la guerre, ou par des famines, ou par des épidémies. Pourtant, il y en a. Voilà, donc là, c'est notre transition avec la seconde partie de notre chapitre sur l'empereur, puisque maintenant, vous allez voir les différents pouvoirs de l'empereur, et finalement que cette Pax Romana est aussi due à un empereur qui a beaucoup de pouvoir et qui est apprécié ou non, mais en tout cas respecté en général par la population de l'Empire. Donc vous pourrez noter le grand 2, l'empereur, le représentant de l'Empire, et le petit a, les différents pouvoirs de l'empereur. J'espère que cette partie du cours a été claire pour vous, donc je vous rappelle, une conquête de l'Empire progressive grâce à une armée
très disciplinée et très bonne, notamment grâce à ses techniques de guerre. Et ces différentes conquêtes permettent d'avoir un empire très grand, qui est dirigé par un empereur, mais qui est dirigé pas dans les provinces par des gouverneurs qui sont rattachés à l'empereur, ce qui permet à l'empire de faire beaucoup de commerce, d'être en paix, et donc d'avoir 2 siècles de ce qu'on appelle la Pax Romana. Je vous remercie de m'avoir écouté.